Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Nous avons l'honneur d'accueillir avec nous autour de cette table ronde deux grandes personnalités. À ma gauche, le docteur Ahmed Jaballah, diplômé de l'université Az-Zaytouna et de la Sorbonne, directeur de l'Institut européen des sciences humaines de Paris, membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, ainsi que de l'Union mondiale des savants musulmans. À ma droite, Dr Tariq Ramadan, professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford, directeur du Centre de recherche sur la législation islamique et l'éthique à Doha, président de l'organisation European Muslim Network à Bruxelles et membre de l'Union mondiale des savants musulmans. Nous allons traiter ensemble le thème « Comment bien vivre ensemble, les clés de la réussite ». Alors, vivre ensemble dans des espaces de quotidienneté ne va pas toujours de soi. Les liens sociaux se dégradent sous couvert d'indifférence ou d'agressivité. Il semblerait que l'ère du chacun pour soi batte son plein, d'autant plus que l'avenir s'annonce morose. Le rapport annuel du médiateur de la République publié en 2009 témoigne d'une dégradation des liens sociaux entre les administrés et les administrations, mais aussi en termes de citoyenneté, dû entre autres à un contexte social tendu, un excès de rationalisation qui alimenterait la colère et le sentiment d'injustice du citoyen. Or, bien vivre ensemble, c'est être les uns avec les autres, de manière à former une unité enveloppante ou groupante. On a besoin d'être ensemble pour commencer à être. Comme le disait Aristote, l'homme est comme un animal politique. L'être ensemble sur l'agora y était présenté comme la condition du développement des qualités individuelles, non comme sa conséquence. C'est en délibérant avec les autres d'une chose commune, sur une place commune, que je vais développer ce qui n'est qu'à moi, mes facultés individuelles, telles que la raison, le langage, etc. Je m'adresse au docteur Ahmed Jaballah, mais si je suis moi, accroché à mon identité, sûr de mes valeurs et croyances, alors quel besoin du vivre ensemble ne risquerais-je pas de ne me tourner que vers ceux qui ont la même identité? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors le sujet de cette table ronde autour du vivre ensemble, comment être ensemble, quelles sont les clés de la réussite, c'est un sujet qui revient tout le temps. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a toujours un besoin effectivement de chercher comment nous pouvons réaliser ce bon vivre ensemble dans l'égalité, dans la société d'aujourd'hui. Car certainement nous sommes confrontés à des difficultés multiples, que ce soit au niveau social, dû bien sûr à des causes différentes, que ce soit au niveau de la présence des identités religieuses, car nous vivons dans des sociétés de diversité, et il faut dire franchement que les musulmans rencontrent peut-être à ce niveau-là le plus de difficultés pour essayer d'être acceptés, parce que effectivement la question elle est là malheureusement, comment aujourd'hui on peut reconnaître que les sociétés européennes contemporaines sont des sociétés de diversité où les musulmans constituent une composante comme les autres. Et comme ici au Bourget, mais si en dehors du Bourget, dans toutes les conférences, les rencontres, etc., tous les conférenciers musulmans, les penseurs, tous les responsables associatifs musulmans ne cessent de dire et de répéter que les musulmans de France, parlant de la France, ils n'ont aucune revendication dans le sens qu'ils veulent être traités à part. Mais ils veulent tout simplement un droit à l'indifférence, c'est-à-dire ils sont dans la société comme toutes les autres communautés, mais il y a quand même un lien qui est tout d'abord à la base, qui doit réunir tous les citoyens, c'est ce lien de citoyenneté. Alors, pour revenir à la question, est-ce que en revendiquant des spécificités, là on parle des spécificités religieuses, ou une certaine identité religieuse ou même culturelle, est-ce qu'on peut revendiquer ces spécificités et en même temps on peut parler du vivre ensemble avec
toutes les composantes, tous les citoyens dans une société. À mon avis, il n'y a pas d'opposition. Certainement, aujourd'hui, on va dans le discours ambiant des gens qui veulent opposer effectivement cette cohésion au niveau de la société avec le fait d'effacer en quelque sorte les spécificités. Mais encore une fois, ces spécificités, ça concerne souvent les musulmans qui représentent en quelque sorte une identité à part ou une identité qui ne peut pas s'intégrer dans ce paysage qui est marqué par la diversité. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Au contraire, la diversité, elle va de pair avec les liens qui doivent unir tous les citoyens, quelle que soit leur spécificité, les unir autour d'un seul destin et aussi réunir leurs efforts pour travailler pour les mêmes causes. Car la diversité, c'est une réalité qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas effacer. Et il faut dire que la diversité, par la diversité religieuse, mais il y a des diversités sur des plans différents. Et toute la question, est-ce qu'on est effectivement dans un esprit d'ouverture qui veut dire que la citoyenneté, c'est un destin commun? Il y a un cadre, bien sûr, légal qui doit régler les rapports dans la société, mais après, il y a cette liberté. Liberté de conscience, liberté de conviction, liberté de religion, liberté d'expression dans tous les domaines qui peut aller d'une manière tout à fait harmonieuse avec le fait d'insister sur la dimension de l'harmonie. Alors je pense qu'il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des sociétés, parce que les expériences sont différentes, où on ne voit pas de crispation par rapport à l'expression de la diversité. On voit bien que la société, elle vit bien avec cette diversité. Au contraire, c'est une diversité qui est toujours considérée comme une richesse dans la société. Et moi, je dirais que une société qui va offrir cette ouverture à toutes ses composantes, aux diversités de s'exprimer, elle va au contraire consolider le socle commun. Parce que si chacun, il est tout à fait rassuré, il sent qu'il est libre dans sa société, qu'il a cette possibilité de s'exprimer librement, c'est là où il va se sentir effectivement la responsabilité d'aller vers les autres et essayer de partager ce qui est commun, de consolider effectivement ce qui doit lier les uns avec les autres. Alors je pense que la question, si on part d'un point de vue théorique, si je peux dire, mais aussi avec des expériences pratiques dans des sociétés, on voit qu'il y a une possibilité. Je vais terminer juste par un point d'actualité concernant dernièrement l'élection du maire de Londres. Et il faut voir comment les médias français ils ont couvert cet événement. Un maire, un citoyen britannique qui se présente à des élections, qui est élu. Et je pense que les électeurs londoniens qui ont voté, ils n'ont pas mis en premier la religion de ce candidat, mais c'était une compétition politique entre des candidats. Tout simplement, il était élu, il est quand même avec une majorité assez confortable. Alors qu'ici, le développement ou la couverture justement de cette actualité, on a mis en avant la question de l'identité de ce candidat, ce nouveau maire de Londres qui est un musulman. C'est justement un discours qu'on n'arrive pas à comprendre parce que, en même temps, on dit aux musulmans, il ne faut pas s'identifier à votre religion. Vous êtes des citoyens. Il faut agir en citoyen. Mais lorsqu'un musulman citoyen qui est pleinement dans la société, qui va se présenter dans la vie politique pour essayer de servir le bien commun, là, on va le renvoyer justement à son appartenance religieuse. Je pense qu'il a là un problème peut-être au niveau intellectuel, mais aussi il y a une volonté politique qui veut malheureusement rendre ce qui est possible impossible. Merci. Donc en rebondissant sur ce qu'il vient de dire et la différente interprétation des deux médias, que ce soit
britanniques ou français, où les Britanniques finalement ont vu en Monsieur Sadiq Khan un magistrat et un ancien ministre compétent, mais les Français un musulman uniquement. Je vous pose la question, est-ce que justement les hostilités envers les musulmans est un frein au bon vivre ensemble? Comment faire accepter nos différences dans un monde où être tous pareils prime? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Une fois, c'est un honneur pour moi d'être de nouveau, parce que c'est presque une tradition, on ne l'avait pas eu je crois l'année dernière, mais de me retrouver avec Cheikh Ahmad Jaballah ici et de pouvoir partager un moment de réflexion. C'est plus une pensée en écho qu'une table ronde d'avis divergents, parce que je suis d'accord avec le fondement et l'articulation de tout ce qu'il a mis en évidence. Par rapport à la réflexion, et juste pour rebondir sur le dernier élément pour m'amener à la question, puisque vous avez fait le lien entre ce qui s'est passé à Londres, en fait c'est encore beaucoup plus profond que cela, ce qui s'est passé à Londres et en Angleterre, parce que l'adversaire du candidat, Sadiq Khan, a passé son temps pendant toute la préélection à renvoyer son interlocuteur et son rival au fait qu'il était musulman et qu'il avait des liens avec des groupes extrémistes. Et Sadiq Khan a répondu « Je veux être le maire de tous les Londoniens et ce qui m'intéresse, c'est la justice sociale, c'est le prix du métro. » Il a parlé politique et social. Il n'est pas tombé dans le piège. Les Londoniens ne sont pas tombés dans le piège de quelqu'un qui voulait l'associer, et ils ont plutôt vu l'ascension sociale, la qualité de l'homme, parce qu'il est venu d'une famille extrêmement modeste, il devient avocat, et il a un projet politique. Donc ça va bien dans le sens de ce que disait Ahmad Jaballah maintenant, et ils ne sont pas tombés dans le piège. Ce qui est surprenant, c'est qu'en France, on nous dit qu'en Angleterre, c'est l'appartenance communautaire qui fait la différence, alors que ça n'a même pas été l'enjeu là-bas. Et que c'est en France qu'on entend un candidat musulman pauvre contre un candidat juif riche. Et en fait, c'est exactement ça. On nous tient un discours où on nous dit ne mettez pas la religion en avant, et quand les candidats ne la mettent pas, c'est nous qui la mettons. Donc on les renvoie à leur identité. Et ce qu'il y a derrière, c'est là que votre question prend un sens. C'est un discours d'assigner à une identité dont on construit tout un discours négatif autour d'elle. Et c'est pour ça, et c'est là en même temps je rebondis sur ce que disait Cheikh Ahmad Jaballah, il ne faut pas tomber dans le piège. En fait, il ne faut pas tomber dans deux pièges. Le premier piège, c'est dans la stigmatisation qui est liée à notre religion, de ne pas tomber dans le piège de penser que c'est en diminuant notre pratique religieuse que nous serons mieux acceptés. En d'autres termes, nous n'avons pas à être assignés par la peur des gens ou l'entretien de la peur, parce que ce que disait Cheikh Ahmad Jaballah, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un discours politique d'entretien de la peur. Donc on peut considérer que nos concitoyens aient des peurs et il faut les respecter, mais l'entretien de cette peur ne doit pas nous amener à tomber dans le piège en nous disant en fait, c'est en étant moins musulman qu'on va mieux être accepté. Non, on a, et ça a été également mis en évidence, aucune contradiction, il n'y a aucune contradiction à être pleinement français et être pleinement musulman. Et donc ça c'est possible. Donc le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est tomber dans le piège de se soumettre à la perception négative. Le deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est le contraire. C'est en fait de se dire, et c'est exactement le discours qui nous vient d'un certain nombre de ces groupements extrémistes violents Daesh, qui ont envie de faire comprendre aux musulmans en France, en fait la France ne vous aimera jamais. Et de faire comprendre aux Français, les musulmans ne s'intégreront jamais. Ils veulent la fracture. Donc il ne faut pas qu'on tombe dans l'autre extrême qui est celle de l'isolement. Donc ni disparition, ni isolement.
Mais ça veut dire là, c'est qu'il faut avoir quelque chose qui est un peu plus que ce simpliste, parce que je viens de dire là, ça peut être très simpliste. Ne vous isolez pas ou n'essayez pas de disparaître. Ce à quoi il faut que nous réfléchissions, c'est à une pensée suffisamment profonde, suffisamment construite, qui permette de ne pas tomber dans le piège des pouvoirs et de respecter les craintes de nos concitoyens. Les pièges du pouvoir, c'est ce qu'a rappelé Ahmad Jaballah tout à l'heure. La crainte de nos concitoyens, c'est ils ont des questions par rapport à nous, ils ont des questions par rapport à ce qu'est l'islam. C'est pour ça qu'il faut que nous continuions. Ça ne s'arrêtera pas. Il faut que tous les Français de confession musulmane le sachent. Il faut qu'ils s'expriment. Il faut qu'ils communiquent. Il faut qu'ils soient dans le dialogue. Vous avez cité tout à l'heure Aristote qui disait la délibération. On ne fait pas société sans délibérer. On ne fait pas société sans parler. Et il y a une chose que Ahmad Jaballah a dit très rapidement, mais qui est essentielle. Olivier Roy, quand il expliquait notre socle commun, il disait ce qui fait le socle commun, c'est le cadre légal qui fait notre citoyenneté. Ce que tu as rappelé tout à l'heure. Mais tu as ajouté une chose qui, à mon sens, ne peut pas ne pas aller avec le cadre légal. C'est le destin commun. C'est que la citoyenneté, ce n'est pas simplement un cadre légal, c'est une communauté de destin. Et donc, ce que nous avons à faire, nous aussi, c'est, avec la délibération, d'être très très au clair que nous délibérons parce que nous construisons ensemble. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de délibération pour être ensemble, il y a une délibération pour faire ensemble, pour construire ensemble la société. Et c'est pour ça que je ne cesse de dire aux musulmans, mais des choses que nous savons essentiellement dans tout ce que l'islam nous dit d'être. Où que vous soyez et où que vous vous installiez, vous devez être une valeur ajoutée à l'espace dans lequel vous vivez. Vous apportez quelque chose. Vous êtes une valeur ajoutée dans la société. Et ça, c'est aussi très important. Alors aujourd'hui, il y a des domaines dans lesquels les citoyens français de confession musulmane ou d'origine étrangère sont très vite acceptés comme des valeurs ajoutées. Le domaine de la culture et le domaine du sport. Pas encore suffisamment dans les autres domaines de la société. Alors qu'au fond, si on regarde les chiffres, dans tous les corps sociaux, les musulmans sont en train d'apporter leur valeur ajoutée. Observez, regardez, des choses très simples. Le journalisme. Vous avez de plus en plus de gens qui sont présents dans le journalisme. Vous avez des gens de plus en plus présents dans l'enseignement. Le service médical français. Vous avez énormément de gens. Donc ce sont des valeurs ajoutées. Il faut que nous continuions ce processus d'être une valeur ajoutée là où nous sommes pour faire ce destin commun, pour l'exprimer, pour le réaliser, pour lui donner sens. Et le troisième des éléments sur lequel j'aimerais beaucoup insister, dans la perception que l'on a des gens, comme je disais qu'il ne fallait pas tomber dans les deux pièges, il y a aussi un autre piège. Il y a des personnes qui nous disent, vous en tant que citoyen, quand vous voulez montrer que vous êtes de bons citoyens français de confession musulmane, 1, vous communiquez, 2, vous apportez quelque chose, et puis ça suffira. Et c'est comme si on ne devait pas avoir une pensée critique. Non. Moi, si je suis vraiment français, par rapport à mon gouvernement, j'ai le droit à une parole politique même. Je ne confonds pas la religion et la politique, mais ma citoyenneté, elle est politique. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de dire que certains politiques disent des choses. J'ai le droit de dire que notre politique intérieure, elle a des déficiences, que notre politique étrangère, elle pourrait être meilleure. Pourquoi accepter que notre parole politique soit remise en doute à cause de notre identité musulmane de citoyen? Non, c'est là les politiques qui nous assignent à notre islamité, si je dirais. C'est pour ça que j'ai très peur aujourd'hui de voir un certain nombre de citoyens qui, parce qu'ils sont mal perçus, n'assument pas d'avoir une opinion sociale, une opinion politique. Non, au contraire, il faut l'assumer, il faut participer au débat. La délibération, ce n'est pas une délibération de complaisance. La délibération, c'est une délibération d'assurance, de conviction et d'ouverture. Et c'est, je crois, aussi ce à quoi nous devons nous inviter nous-mêmes et d'inviter nos concitoyens. Merci. Tout de même, ça reste très difficile à pratiquer.
puisque, comme je dirais, la plupart des Français musulmans se sentent de plus en plus visés à travers les médias, à travers les propos de nos responsables politiques, où nous sommes catalogués comme étant une entité à part, une entité séparée, qui devrait peut-être, à qui on devrait enseigner certaines choses, qui peut-être ne connaît pas très bien les valeurs de la République, qui n'est peut-être pas assez citoyenne ou citoyenne comme les autres. Et dans ce contexte plutôt contraignant, puis-je dire, quelles seraient les clés de réussite du bien vivre ensemble? Parce que tout de même, nous vivons dans une société, nous aimons nos voisins, nous aimons ce que nous faisons, nous travaillons, nous bâtissons cette société et nous aspirons à ce que nous soyons reconnus comme étant une partie ou être reconnus à part entière pour ce que nous faisons. Nous voulons réussir à vivre ensemble, malgré tout. Alors, quelles sont les clés justement pour réussir d'être ensemble, parce que bon, le titre c'était être ensemble et vivre ensemble, ça ramène à la même chose. À mon avis, les clés doivent être en quelque sorte partagées par tout le monde dans la société, parce que faire société, c'est l'affaire de tout le monde. On peut pas demander, lorsqu'on parle ici, bon, du rapport des musulmans dans les sociétés avec leurs concitoyens non musulmans, pour faire construire ce vivre ensemble. Je pense que la responsabilité doit être partagée. C'est une affaire qui concerne toute la société. Et tout le monde sont concernés parce qu'on peut pas, quelle que soit la volonté qu'on peut avoir pour aller vers l'autre, si de l'autre côté il y a un blocage, une fermeture, on peut pas malheureusement réussir. Alors moi je vais évoquer 3 points ça part à la fois de nos valeurs musulmanes, mais ce sont, à mon avis, des valeurs universelles qui peuvent être aussi valables pour tout le monde. Mais si, puisqu'on est dans un cadre d'une rencontre musulmane, c'est important qu'on essaie aussi de puiser dans notre référence, dans nos références musulmanes, pour essayer de mettre en valeur ces principes, ces valeurs qui vont nous aider effectivement à contribuer. Parce que je pense que les musulmans, devant les difficultés, en partant de la référence musulmane, de l'éthique musulmane, il ne doit pas être dans une attitude d'impuissance et de dire que les choses sont difficiles, voilà, toutes ces hostilités, etc., ces problèmes qu'on voit tous les jours, alors on va baisser les bras. Je pense qu'il y a toujours une volonté d'essayer de réformer, de changer, d'aller vers le mieux et le meilleur, et essayer aussi de pousser ou de sensibiliser l'autre en face, le concitoyen, pour qu'on puisse partager ensemble ces questions-là. Alors, les 3 choses, en partant de ces valeurs musulmanes, je trouve tout d'abord la notion de at-ta'aruf, on le trouve dans le verset de Surat al-Hujurat. D'ailleurs, ce verset est très important, qui nous rappelle que Dieu, c'est lui qui a créé les hommes à partir d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire l'origine, la même origine unique de toute l'humanité, mais en même temps, il nous rappelle la diversité. On a fait de vous des peuples et des tribus. Je pense que la diversité, une diversité dans un sens positif, elle doit amener les intelligences, si je peux dire, à cette connaissance mutuelle. C'est-à-dire, c'est le fait de reconnaître tout d'abord la diversité dans tous ces aspects. Parce que malheureusement, on le voit parfois, il y a une diversité. Une diversité qui est acceptée et une autre qui n'est pas acceptée. Une fois, je discute avec un frère sur ces questions-là, il me parle, par exemple, dans la ville de Paris, tous les ans, il y a 10 manifestations culturelles pour célébrer le début de l'année chinoise, avec tout le folklore qui est... Mais il m'a dit, j'imagine pas comment en Paris, où il y a une communauté musulmane importante, on voit rien lors des fêtes musulmanes. Est-ce que c'est pas un signe justement de reconnaître la diversité, que les citoyens dans le même espace peuvent aussi partager des choses qui sont même spécifiques à une communauté, mais qui peuvent aussi parler aux autres.
On le fait d'ailleurs, il y a un effort justement d'aller vers les autres pour reconnaître la diversité. Mais j'ai dit que cette reconnaissance, elle n'est pas malheureusement la même pour toutes les sortes de diversité. Et il faut dire aussi, le fait de se connaître mutuellement, c'est voir dans la diversité effectivement une richesse. Et c'est à partir de là effectivement qu'on peut constituer ce qui est commun, ce socle commun, mais aussi en même temps respecter ce qui est la diversité. C'est la connaissance mutuelle. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord sur le principe, mais après, quelle politique, quels moyens qui sont mis en œuvre pour effectivement assurer cette connaissance mutuelle. Deuxième chose, c'est le dialogue, l'échange et le partage. Je pense que le fait de reconnaître la diversité, elle doit nous amener justement à dialoguer, à discuter. Alors que lorsqu'on voit aujourd'hui dans notre réalité que le droit même à la parole et à l'expression il n'est pas donné à tout le monde avec égalité, on va dire que malheureusement il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui réussir un vivre ensemble, être ensemble, si on ne garantit pas justement ce plein droit d'expression, ce plein droit justement de donner la parole à tout le monde. Et il faut dire que aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui se sentent un petit peu négligés, marginalisés. Le respect, justement, le fait de dialoguer, d'échanger, ça doit nous amener après à respecter effectivement la position et la liberté de chacun dans ses convictions, dans ce qu'il croit. Et troisième chose, c'est-à-dire c'est la connaissance mutuelle, le dialogue et l'échange. Et troisième chose, c'est at-ta'awun, c'est l'entraide. Wallah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous invite justement, lorsqu'il nous dit « wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa ». Mais je pense que cette entraide doit être le résultat effectivement des deux premiers points. C'est-à-dire si on est dans cette connaissance mutuelle qui reconnaît la diversité, qui voit dans la diversité une richesse, si on arrive justement à établir un échange fructueux et effectivement arriver à partager des choses, là on va être en mesure de s'entraider. Et cette entraide, c'est-à-dire la solidarité, qui est une nécessité aujourd'hui pour toute société humaine, s'entraider, c'est-à-dire partager, justement, pour revenir encore une fois à ce destin commun, partager ce destin commun et travailler pour des causes communes. Parce que je pense que les citoyens, ils vivent pratiquement les mêmes réalités et ils partagent beaucoup de choses. Mais c'est à partir du moment qu'on va justement ouvrir les possibilités à ce que chacun, il peut communiquer, il peut partager, il peut dialoguer, il peut aussi arriver à s'entraider et être solidaire avec ses concitoyens. Même question. Quelles sont les clés de réussite du bien vivre ensemble? Bien, je pense que le cadre, à partir des références islamiques, les cadres qui est donné et les éléments sont, je suis complètement d'accord avec ça et je pense qu'il faut qu'on parte du cadre. Je viens de faire une petite intervention tout à l'heure sous la tente où je disais exactement ça. Il faut qu'on ait un cadre de référence et à partir à partir de notre cadre de référence, être dans une sorte de sérénité et d'une assurance de ce que nous sommes en train de faire, dans le dialogue, dans la connaissance mutuelle et dans l'entraide, comme il a été mis en évidence. C'est la reconnaissance de la diversité. À égalité, puisque ça c'est aussi important. Il faut qu'on comprenne que l'égalité, c'est pas simplement, c'est aussi un droit et qu'on doit avoir ce droit à l'égalité dans la société. Pas simplement, on n'est pas en train de demander ou de quémander des droits, on est simplement en train, en tant que citoyen, d'exprimer le souhait que l'égalité soit respectée. Ce que j'aimerais, à partir du cadre, c'est aussi répondre aux perceptions, puisque vous avez dit, ça a été votre réaction immédiate, il dit tout ça c'est bien beau, mais enfin finalement dans le quotidien c'est quand même autre chose que nous sommes en train de vivre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le quotidien, il y a beaucoup de rejet, il y a le sentiment d'une atmosphère très lourde qui pèse en France. Beaucoup de gens qui viennent, et moi quand je viens en France, c'est vrai qu'on a l'impression que le discours autour de la question de la diversité de l'islam, c'est très lourd, c'est très connoté, c'est très tendu. Ça ne s'est pas amélioré avec cette dernière année, avec tout ce qui s'est passé, avec l'extrémisme violent et les attentats. Et donc ça nous demande de redoubler d'engagement, mais en même temps d'une sorte de courage, je dirais.
Et ce qui m'intéresse de dire, à la suite du cadre qui a été donné par le cheikh Ahmad Jaballah, c'est de dire, bien, on a ce cadre, on sait que c'est une nécessité, il faut aller de l'avant. Et comment aller de l'avant? C'est pour ça que j'insiste énormément sur le fait que ça n'est pas vraiment en insistant uniquement sur vivre ensemble et dialoguer les uns avec les autres que on va réussir à passer un certain cap. Dans un bouquin que j'avais écrit en 98, je disais il faut qu'on passe au troisième âge de notre présence. Et le troisième âge de notre présence, c'est l'engagement pour ces causes communes. Je disais qu'aujourd'hui, ce qui doit nous orienter, c'est les projets communs. Et vous voyez, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que parfois on a un complexe. Nous, on pense que pour certifier l'islamité d'une action, qu'il faut qu'elle soit dite islamique au départ et qu'on ajoute tout le temps c'est islamique, c'est islamique. Non, nos projets dans la dignité, dans le service, c'est islamique. On n'est pas obligé tout le temps de mettre islamique. À partir du moment où ça correspond à nos valeurs qui sont partagées, on peut avancer sans avoir le complexe d'avoir à systématiquement ajouter ce qualificatif-là. Parce que c'est nous-mêmes finalement qui nous mettons un espèce d'assignation comme ceci. Nous le faisons uniquement que parce que nous sommes musulmans. Non, il faut qu'on s'engage à des projets communs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans ce troisième âge dans lequel nous sommes depuis longtemps, il faut que nous comprenions, alors c'est l'autre versant. C'est le versant de ceux qui comprennent alladhina immakkannahum fil ard, ceux qui, quand nous les avons installés, aqamu s-salat wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ceux, quand nous les établissons sur la terre, ils gardent le sens de la transcendance. Ils prient, ils donnent la zakat, c'est-à-dire ils ont le sens de leur responsabilité par rapport à Dieu et par rapport aux hommes, mais surtout une chose, ils promeuvent le bien et ils résistent au mal. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous passions à cela. Moins nous asseoir en tant que musulmans qui parlons à des personnes d'autrefois, mais nous asseoir en tant que citoyens qui, à partir de leur foi, à partir de leurs références, à partir de leurs principes, vont apporter quelque chose à la société. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait que les citoyens, là on est dans une convention et dans une conférence qui réunit les Français de confession musulmane. Ce serait bien que les Français de confession musulmane ou les résidents de France, parce que certains ne sont pas forcément de nationalité, eh bien, dans leur présence en France, à un moment donné, plutôt simplement que de dire entrons dans un dialogue de religion à religion ou de religion à philosophie, qu'au nom de ce destin commun, eh bien, nous ayons des projets. Et ces projets-là, ils sont qu'à un moment donné, il ne faut pas s'afficher musulman, mais il faut se déterminer citoyen au nom de principes qui sont en total accord avec ce que nous croyons. Ça veut dire que sur la question, en tant que citoyen, de la justice sociale, de la solidarité humaine, de l'environnement, de toutes les questions qui traversent la France aujourd'hui, et comme il a été dit, paradoxalement, c'est les politiques qui, quand vous venez à eux, vous voient musulmans avant que citoyens. Ben, il faut inverser les choses. On va vous montrer qu'on est citoyen et vous verrez ce que l'islam fait de nous, de bons citoyens. C'est à nous d'inverser les choses, mais par l'agir. Par l'agir. Et en fait, vous aviez posé une question. Le discours que beaucoup tiennent aujourd'hui à l'endroit de l'islam, il a comme conséquence parfois un sentiment comme ceci de faiblesse qui est une prévention à l'action. Et c'est le contraire qu'il faut faire. C'est que c'est par l'action qu'il faut qu'on se protège de ce qu'on essaye de nous imposer, c'est-à-dire isolez-vous, ne soyez pas visible, même pas visible, même en tant que citoyen. Donc moi je crois que c'est cela. Je crois que ma réponse à votre c'est bien joli tout ça, c'est de dire peut-être qu'il faut qu'on inverse les choses. Peut-être que c'est à nous de faire une espèce de révolution de positionnement en disant on va vous montrer. On va vous montrer non pas pour vous plaire, on va vous montrer non pas parce qu'on n'a rien à vous prouver, mais on va vous montrer parce qu'en fait ce que nous exigeons de nous-mêmes, c'est que là où nous sommes, il faut que quelque chose
se développe, qui soit une réforme de la société, dans le bien, avec tous ceux qui nous entourent. Nous n'allons jamais questionner la foi et la religion de nos citoyens, de nos concitoyens, de nos voisins. Par contre, nous allons questionner leurs projets sociaux, leurs projets de solidarité, leurs projets pour l'environnement. Ce sont des choses comme ça. Je pense que nous devons aussi passer à cette étape-là. Merci. Donc, le bon vivre ensemble est possible. Nous pouvons être ensemble, à condition, bien sûr, qu'il y ait un partage ou qu'il y ait un échange des deux côtés, à condition que nous aspirions ou nous faisions des efforts pour l'entreconnaissance, le dialogue, l'entraide, et à condition que nous nous investissions dans la société concrètement, que ce soit à travers des associations, à travers n'importe quel organisme, montrer que nous, musulmans, sommes excellents dans ce que nous faisons, parce que nous sommes citoyens et musulmans, nous agissons en accord avec nos valeurs musulmanes qui sont elles-mêmes des valeurs universelles, des valeurs humanistes partagées par tous nos concitoyens. Nous montrons ainsi que nous, musulmans, sommes une entité complète de cette société, sommes capables de changer et sommes capables de prouver que nous sommes finalement normaux ou identiques. Ouais. Normaux, bon, je ne vais pas dire normaux, mais que nous sommes des citoyens à part entière. Voilà, je vous remercie, Dr Ahmed Jaballah et Dr Tariq Ramadan, pour votre intervention. Et nous espérons vous revoir prochainement, Inch'Allah.